Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Sébastien Pirlotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député fédéral, vous êtes dans la commission défense à la Chambre. Alors avec vous, on va parler des militaires. Les militaires, il y a presque un tiers d'entre eux qui étaient dans les rues à Bruxelles hier pour manifester. Est-ce que vous les soutenez dans les revendications? Oui, parce que je pense, si vous voulez, qu'ils sont en train de se rendre compte qu'entre les beaux discours d'avant-campagne, ou quand vous lisiez les tracts du MR ou de la NVA, on disait on va refinancer tous les secteurs liés à la sécurité, intérieur, défense, justice. Dans les faits, ce n'est pas le cas du tout. Et donc, je pense qu'il y a d'énormes inquiétudes. Il faut savoir que les premières mesures qui ont été prises, c'était d'abord une réduction du budget de la défense d'ici à 2019 de 2 milliards d'euros. Vous ajoutez à ça des incertitudes sur l'avenir des casernes. Vous ajoutez à cela un statut BMI qui, au départ, devait favoriser le recrutement des jeunes. C'est un statut, si vous voulez, qui devait favoriser le rajeunissement de certains cadres au niveau de l'armée, pour avoir une armée un peu plus jeune, pour des théâtres d'opérations extérieures, etc. Et en fait, le statut n'a pas été revalorisé. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui se tournent vers la carrière militaire. Et d'un autre côté, on dit, oui, on veut rajeunir. Et puis, qu'est-ce qu'on décide soudain? Finalement, on va reporter l'âge de la pension des militaires. Et donc, ça va encore coûter 100 millions d'euros à la Défense, alors que la Défense n'a déjà plus assez d'argent. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une vraie incertitude et une vraie inquiétude. Un autre exemple... Pour en revenir ici sur l'âge de la pension qui est reporté, les militaires, pour vous, doivent avoir une exception concernant cet âge-là, alors que tous les Belges, finalement, sont amenés à faire un effort. Je pense qu'en fait, avant d'annoncer ça, on aurait dû attendre d'abord les travaux de la Commission, notamment pour tout ce qui était pénibilité. Parce que vous prenez le cas... C'est un travail qui va venir a posteriori. Voilà. Donc, en fait, on décide avant de déterminer quels sont les travaux au niveau... quels sont les critères de pénibilité. Je vais prendre un exemple concret. Si vous voulez, à un moment donné, développer des forces spéciales, il vous faut quand même des jeunes en pleine forme. Je veux dire, physiquement, vous ne pouvez pas participer à des opérations spéciales quand vous avez 45, 50 ans. Voilà, donc il y a tout ça qui aurait dû être mis en avant et on ne l'a pas fait. Oui, parce qu'ici, l'idée quand même, c'est de développer la mobilité vers d'autres administrations. Mais ça n'a toujours pas été fait. Et donc, en Belgique, contrairement à d'autres pays comme la France, vous n'avez pas, si vous voulez, de possibilité de glisser vers d'autres fonctions publiques. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait demandé. Tout comme on avait demandé, et pas que l'opposition, il y avait des partis de la majorité qui souhaitaient aussi, qu'il y ait une clarification par rapport à l'opération Vigilant Guardian, puisque vous savez que légalement, le statut du militaire n'est pas le même que celui d'un policier. Et donc, il y a encore des incertitudes qui pèsent là-dessus. Quid de la légitime défense? On avait à un moment donné la problématique du fait que les militaires ne pouvaient faire que des fouilles visuelles, que s'ils faisaient des fouilles corporelles, il risquait d'y avoir des plaintes au parquet, etc. Et donc, c'est un peu dommage, je veux dire, de ne pas les rassurer alors qu'ils font un boulot remarquable. Moi, je pense qu'il y a des militaires qui ont notamment permis, par leur professionnalisme, d'empêcher à un moment donné le lynchage d'un SDF par des néo-nazis. Donc, je pense qu'ils font un vrai boulot, mais je crois qu'ils ne se sentent pas reconnus par rapport à la fonction, parce que je crois que c'est vraiment une vocation. Oui, et si je vous entends bien, il y a un vaste chantier là qui doit encore être mis en place. Il y a un plan stratégique à l'horizon 2030 qui a été présenté par le ministre. Il veut rajeunir l'armée et puis il veut aussi diminuer les coûts de personnel. Ça, c'est un plan qui doit être encore corrigé, revu? Oui, parce que si vous voulez, il veut rajeunir l'armée, mais d'un autre côté, il reporte l'âge légal de la pension. C'est pas lui tout seul, c'est une décision du gouvernement liée au budget. C'est qui s'est fait peut-être déshabiller en Conseil des ministres. Alors ça, j'en sais rien. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Alors le plan stratégique, pour le moment, si vous voulez, c'est une déclaration d'intention. Ce qui s'est passé, c'est qu'on devait également aujourd'hui aborder la loi de programmation militaire pour les investissements. On prévoit 9 milliards. 9 milliards, donc en franc belge, ça fait quand même 360 milliards. Je ne sais pas si on se rend compte de l'échelle que c'est, alors que pour le moment, on n'a déjà pas les moyens d'assurer le budget ordinaire de la défense. Et on nous dit, mais non, c'est pas grave, on va investir
jusqu'en 2030. Ça veut dire, attendez, parce que ça veut dire ça, que vous ne voulez pas qu'on investisse dans l'armée lourdement? C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'en fait, il faut un plan stratégique et il faut une loi de programmation militaire cohérente, ce qui n'est pas le cas maintenant. Nous, on avait proposé de faire une association entre la majorité et l'opposition pour définir quelles étaient les grandes lignes qu'on voulait au niveau de l'armée du futur. Parce que le monde change, parce que vous avez maintenant, si vous voulez, des guerres qui sont plus les mêmes qu'auparavant. Et donc vous avez maintenant quoi? Vous avez ce qu'on appelle, c'est la guerre hybride. Donc vous avez à la fois des groupes terroristes quasi étatiques, mais qui utilisent des techniques de guérilla, qui se fondent dans la population. Vous avez à côté de ça aussi des cyberattaques. Et donc à un moment donné, l'idée c'était vraiment d'avoir une réflexion en profondeur sur quelle armée doit-on avoir dans les prochaines années pour répondre à ces changements importants au niveau géopolitique? Et ce travail-là n'a pas été fait. Ce travail-là n'a pas été fait. Je vais prendre l'exemple des avions de combat. On nous dit on va acheter 34 avions de combat. Pour remplacer les F-16. Pour remplacer les F-16. Est-ce qu'on a examiné d'abord la question de la modernisation possible des F-16? Vous avez des pays comme Taïwan qui, eux, ont décidé de moderniser les F-16. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un F-16, ça vole 8000 heures. Ceux en Belgique sont à moins de 6000. Donc on peut encore continuer, si on les modernise, avec des F-16. Et là, on nous dit non, il faut 34 avions. Quand vous discutez avec un constructeur, le constructeur vous dit, c'est pas comme ça que ça marche. On ne définit pas le nombre d'avions avant. On a d'abord une rencontre entre le constructeur et le gouvernement, et on discute. Est-ce que vous voulez faire uniquement, par exemple, de la protection de votre espace aérien? Est-ce que vous voulez faire des missions de bombardement? Si oui, à quelle distance? Est-ce que c'est pour protéger votre zone d'influence traditionnelle? Donc dans le cas de la Belgique, clairement, c'est l'Afrique, c'est le Sahel, etc. Ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes types d'appareils. Il faut savoir que vous avez des appareils maintenant comme le F-35 américain qui visiblement a la préférence de la NVA. C'est plus de 100 millions pièces, sans compter les dépassements, sans compter la maintenance. Et sans compter le fait que, par exemple, c'est un avion qui n'est pas tout à fait sûr parce qu'ils l'ont commercialisé un peu trop tôt. Et donc, moi, j'aurais préféré qu'on me dise, on va acheter des avions éventuellement, mais pour faire ça. Donc, voilà. La réflexion à la base n'est pas faite, selon vous. Non. Si cette réflexion est faite, est-ce qu'investir 9 milliards, c'est quelque chose qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est suffisant? Je pense que ça dépend pourquoi faire. Moi, je pense qu'il y a un point positif, c'est notamment vouloir le renforcement des services de renseignement militaire. Parce que la question qui se pose maintenant, c'est de voir si on peut prévoir et déjouer une menace. Ça, c'est un point positif. Maintenant, dire, comme dans le plan stratégique et maintenant dans la loi de programmation militaire, on va acheter 2 drones d'ici 2020 et peut-être 6 si ça marche d'ici 2030, la question est de savoir, est-ce qu'en tant que petit pays, on a besoin d'acheter 6 drones, à moins que ce ne soit pour soutenir l'industrie des drones qui est très présente dans le Limbourg. Mais est-ce qu'un petit pays comme le nôtre a les moyens d'investir lourdement dans l'armée? Le temps recommande 2% du PIB, on est bien en deçà. Est-ce qu'il faut suivre ça vu le rôle que l'armée est amenée à jouer? Eh bien, nous, on était partisans, si vous voulez, d'un renforcement accru des collaborations entre États européens. Parce qu'en fait, quand vous mettez mais quand on collabore, tout le monde doit y mettre un petit peu. Oui, est-ce que la Belgique doit mettre plus? Est-ce qu'elle doit dépenser de l'argent pour ça? Je pense surtout qu'il y a eu beaucoup de doublons inutiles avec d'autres pays. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand vous analysez... Simplement, si vous pouvez répondre à ma question, au niveau simplement budgétaire, est-ce que la Belgique doit investir plus dans l'équipement de son armée? Est-ce qu'il faut augmenter ces investissements-là? Il faut augmenter, je pense, ces investissements, mais il faut d'abord savoir dans quel secteur, pourquoi faire. Je pense que c'est vraiment essentiel, parce que sinon, on peut dépenser tout l'argent du monde. Si ce n'est pas de manière efficace, ça ne sert strictement à rien. Bien entendu. Quand on voit ce qui se passe au niveau international, notamment avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis et le conditionnement finalement de l'engagement des Américains auprès de l'OTAN, est-ce qu'il faut réfléchir à une Europe plus autonome? Bien sûr, et on aurait dû le faire depuis bien longtemps, parce qu'en fait, la tendance du retrait des États-Unis avait déjà démarré sous Barack Obama. Donc, ils avaient décidé, si vous voulez, d'affecter 60% de leurs moyens militaires vers ce qu'ils appellent l'Asie-Pacifique, parce qu'ils considéraient que leurs intérêts politiques, économiques se déplaçaient vers cette région du monde. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que l'Europe. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que l'Europe. Et donc, ça, c'est à la fois, si vous voulez, un partenaire, mais c'est aussi un concurrent. Et donc, je pense que le vrai problème pour l'Europe, pour le moment, c'est qu'en fait, si vous mettez bout à bout tous les budgets européens, vous avez un budget énorme, mais il n'y a pas suffisamment de coopération. Et donc vous avez des pays
qui, chacun de leur côté, font leur petite politique de défense, mais qui n'ont plus les capacités d'intervenir militairement à l'extérieur. Or, la défense, c'est aussi parfois pouvoir se projeter en extérieur pour faire des opérations humanitaires, pour défendre des populations civiles, parfois pour défendre des intérêts économiques. On ne l'a pas. Quand vous voyez le cas de la France, qui est une soi-disant grande puissance militaire européenne, ils savent pour le moment s'occuper du Mali, qui est simplement en fait une guerre contre des milices djihadistes, mais ils ne savent pas mener de front et la Syrie et le Mali sans avoir une aide internationale. Moi, je pense que c'est vraiment inquiétant pour nous. Et si l'élection de Trump confirme cette tendance, parce qu'il faut encore se méfier, parce que c'est quand même quelqu'un qui a... déclaration électorale. Oui, et puis il a dit tout et son contraire, il a raconté énormément de mensonges, de contre-vérités. Mais s'il y a une tendance isolationniste des États-Unis, il faudra bien à un moment donné que l'Europe se prenne en main au niveau de la défense. Et moi, je pense que ça passe par des investissements qui sont coordonnés pour faire des économies d'échelle. Je vais prendre l'exemple des battle groups. On nous a dit on va faire des battle groups, on va faire des forces qu'on va pouvoir très rapidement envoyer à l'étranger. C'est encore au point mort pour le moment. Donc je pense qu'il y a vraiment un chantier colossal. Et moi, ce que je regrette dans la situation actuelle, c'est qu'en fait, comme le gouvernement a taillé dans tous les secteurs régaliens, que sont la sécurité, la défense, la justice, c'est un peu de la poudre aux yeux en disant regardez, on va investir dans les 30 prochaines années. Mais la question qui se pose fondamentalement, c'est est-ce qu'on aura les moyens, alors qu'on a déjà des difficultés à couvrir le budget de cette année. On nous dit on va investir 360 milliards d'ici à 2030. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est simplement allumer un contre-feu pour masquer le fait que, pour le moment, on taille dans les secteurs publics. Quand le roi est allé rencontrer nos militaires en Jordanie qui sont sur la base d'où partent les F-16 qui interviennent en Syrie, vous y voyez quel symbole, quel message? J'y vois un symbole, évidemment, de saluer le travail que font nos militaires, parce que, vous savez, il y a souvent des gens qui ont l'image que le militaire, c'est une sorte de Rambo, etc. C'est souvent des gens qui sont dévoués pour leur pays. C'est souvent des gens qui disent aussi que l'armée était une forme d'élévateur social pour eux, etc., et qui veulent rendre à leur pays ce que le pays leur a donné. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le souligner. Il ne faut pas toujours abaisser les fonctions comme l'armée, la police. Ce serait un peu trop facile. Et pour en revenir à la Syrie, je pense que là, on s'engage, si vous voulez, dans une situation très difficile, parce qu'en fait, c'est un pays très complexe, où les Américains ont tardé à intervenir et maintenant c'est une véritable poudrière. Et là encore, j'en reviens à un plan stratégique. On dit on veut uniquement des avions de chasse pour aller bombarder. La Syrie démontre clairement que des bombardements aériens ne suffisent pas. Il faut des forces spéciales, il faut des troupes locales au sol qui sont encadrées, etc. Et toutes ces questions-là, on les a mis de côté. Il faut continuer à intervenir en Syrie avec nos F-16 ? Je pense que de toute façon, maintenant, c'est trop tard et il faudra bien terminer, puisqu'on est dans une situation où il faut éradiquer le djihadisme. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a fait beaucoup d'erreurs à un moment donné en Irak, en Syrie, en Libye, où on est intervenu militairement, on n'avait pas de sortie de crise politique. Et on n'avait pas suffisamment de moyens pour la coopération au développement. Et quand vous regardez un peu de manière extérieure les choses, vous voyez en fait que le djihadisme a prospéré où ? Dans les zones où les structures étatiques s'étaient effondrées, où il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, une extrême pauvreté. Et là, les djihadistes ont construit leur terreau. Et donc il faut toujours, je pense que le monde il n'est ni tout blanc ni tout noir, il y a toujours un peu de gris et donc il faut à un moment donné essayer d'avoir une analyse objective des choses. Alors un dossier qui n'a plus rien à voir avec l'armée, c'est celui du Kazakh Gate, dont on parle dans les journaux beaucoup ces jours-ci. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête pour voir clair dans cette histoire ? Oui, donc je ne suis pas un spécialiste de est-ce que le Parti socialiste demande cette commission d'enquête ? Non, mais ça c'est très clair. Oui, je pense qu'il faut faire la lumière, c'est normal, c'est une question de transparence, démocratique. Donc moi, j'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu pour une nouvelle interview.